Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 11 octobre, déjà presque à la mi-octobre. Le temps passe trop vite et donc du coup, comme vous le voyez, on s'est dit c'est le moment de changer un petit peu le décor du studio pour être un petit peu en ambiance. Donc là, vous voyez pas trop, mais on est en ambiance ce matin. Là, on a des petits pets, des petits familiers sympathiques, velus. Voilà, et puis on a d'autres, on va dire d'autres présentateurs aussi, puisque vous pouvez voir, j'ai Hector ici, là, j'ai Marlène ici, j'ai Wilfried juste là. C'est très marrant d'essayer de diriger. J'ai John. Ah, j'arrive pas. Ici, John. Hein, et Sandra au-dessus. Voilà. Je crois que c'est tous nos petits amis ce matin. Voilà, donc c'est petite ambiance entre amis, entre toiles d'araignée, petites pattes et arachnées ici. J'espère que vous n'avez pas peur des araignées ou des citrouilles, mais on est dans l'ambiance de fin octobre. Voilà, donc comme ça, vous êtes prévenus. Le reste du mois d'octobre sera sous cette thématique. On aime bien s'amuser à mettre dans l'ambiance en ces fêtes de fin d'année. Déjà, ça fait trop bizarre de dire les fêtes de fin d'année, alors qu'il y a quelques semaines, on était en vacances, en été, etc. Mais oui. Voilà, déjà. Donc j'espère que vous êtes réveillés du bon pied ce matin. J'espère que vous avez la pêche. Il fait un peu frisqué, mais il a fait beau en tout cas ce week-end. Donc j'espère que vous avez fait le plein de soleil pour ceux pour lesquels il faisait beau. Voilà, nous on en a profité un petit peu aussi quand même. Sinon, on n'a jamais été aussi proche de Noël. Flonflon. Power Loutre qui nous fait un petit enchaînement parfait d'emojis, citrouille, araignée et petits flocons. Alors c'est un peu trop tôt pour les petits flocons, ah non, c'est toile d'araignée, c'est emoji toile d'araignée, tout à fait, dans la thématique. Un grand merci à Julie ou Julien, Juliam. J'essaie de lire vos pseudos. Un grand merci à Juliam pour ton abonnement et ton soutien. Bonjour à toi, tu nous dis bonjour en retour. Un grand merci également à Samod27 1015. Un grand merci à ton soutien. Bonjour à tous et merci pour cette émission. Et merci à toi d'être avec nous ce matin. Et sinon, j'ai pas dit bonjour dans la chatroom. Un grand merci à Cyril. Un gros coucou à Cyril plutôt. Salut Soen, salut Flonchon, salut Power Loutre, salut FR Jess, salut Samuel évidemment, qui veille toujours, salut Kaibara, salut Amourazik, salut Poppy, salut The Big Ben, salut Saturne, hop, je regarde si j'ai raté des personnes, salut Servivien, salut Chose Publique, salut Yushinaka, salut Mounet, salut Anna Detio, salut Ernesto, salut Laurent Artelis, Oleg Casqua, Yvain, Labrique, Riri des Bois, Faka Diablotin, toujours ici, salut Indy76 également, H3 Midi, salut à toi également, salut Bistropixel, salut Grolb. Je crois que j'ai salué à peu près tout le monde. J'espère que vous avez la forme. Je vais vous débriefer un petit peu sur les articles du jour. De quoi va-t-on parler ce matin en termes d'actualité tech? On va parler un petit peu de la Lufthansa. Et oui, c'est pas une blague. La compagnie aérienne a décidé d'interdire sur ses vols les AirTags. C'est quand même un petit peu ballot. On se disait justement les AirTags, un des cas d'usage, c'est de pouvoir les mettre sur ses bagages pour être sûr de pouvoir les traquer et les retrouver et ne pas les perdre, même si c'est pas non plus l'usage premier, c'est plutôt sur les clés, les portefeuilles, etc. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de personnes qui commencent à les utiliser pour les mettre dans les bagages et pouvoir suivre leur déplacement. Ça n'arrange pas trop la Lufthansa ils ont utilisé une réglementation, sous couvert d'une réglementation. Ils disent qu'ils interdisent parce que ce n'est pas assez sécurisé comme appareil et que ça risque d'interférer avec les émissions et les communications des appareils. Mytho ou pas, on en parlera un petit peu tout à l'heure. On parlera aussi d'une autre news rigolote. Alors rigolote.
comment dire, étrange, c'est que des scientifiques utilisent les commentaires sur des bougies parfumées pour monitorer la reprise des cas de coronavirus dans le monde. C'est pas une blague, presque pas une blague. Voilà, c'est assez cocasse quand même, mais c'est quand même un scientifique qui a mené l'enquête et qui a trouvé une corrélation justement entre les mauvais commentaires assignés aux bougies parfumées, c'est-à-dire « Ah, cette bougie, elle sent rien et les cas de recrudescence de coronavirus et les pics de coronavirus. Et oui, parce que du coup, vous le savez, hein, un des symptômes du coronavirus, c'est pas systématique, mais certaines personnes, quand elles contractent le coronavirus, elles sont victimes d'anosmie, ce qui veut dire de perte de l'odorat. Et donc, du coup, ça se traduit par l'impossibilité de sentir les bougies parfumées. Alors, malédiction ou bénédiction de ne pas sentir les bougies parfumées, on pourra en discuter tout à l'heure. Je pense que vous connaissez déjà mon avis. Merci, un grand merci Creatix pour ton soutien. Un grand merci à toi. Voilà, donc on parlera de cette petite étude assez cocasse. Et puis on reviendra sur une décision du gouvernement qui prévoit bien de couper les box internet cet hiver. Et oui, alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Ne paniquez pas tout de suite. On verra dans quelles conditions on parlera de couper les box internet. Est-ce que c'est vraiment une coupure complète d'internet ou est-ce que c'est pour économiser l'énergie? Ça pourrait être les deux. Mais ne vous inquiétez pas, les mesures ne sont pas si radicales qu'elles en ont l'air dans le titre. On verra un petit peu en détail de quoi il en retourne. Ensuite, on parlera d'une news un peu moins joyeuse, mais importante d'en parler aussi. Amazon est attaqué pour vente de kits de suicide sur sa plateforme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que malheureusement, certains adolescents ont fait l'achat de nitrite de sodium. Qui est donc un composant utilisé notamment pour la conservation des aliments, mais qui en certains conditionnements et certaines puretés est fatal. Voilà, va provoquer la mort. Et le problème avec ça, c'est également l'algorithme d'Amazon qui va recommander à côté des achats de nitrite de sodium certains articles qui vont vraiment orienter et préparer ces personnes malheureusement à passer à un acte qui est vraiment dramatique ici. 2 adolescents se sont donné la mort et donc du coup Amazon est vraiment mis en cause ici. On détaillera un peu ce qui s'est passé. On rebondira avec YouTube, une nouvelle annonce de YouTube, une petite news, c'est l'arrivée d'un support un peu plus large des usernames. Vous savez, c'est @username que vous retrouvez sur les plateformes de réseaux sociaux, hein, type Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, etc. Vous pouvez mentionner les uns et les autres, les comptes, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que jusqu'ici, ça n'était pas supporté partout et c'était pas très bien supporté. Et donc là, YouTube annonce vraiment un support à large échelle de cet usage-là pour faciliter un petit peu les mentions entre créateurs et entre chaînes. C'est intéressant, ça paraît un peu superficiel, mais ça ne l'est pas tant que ça. On verra un petit peu qu'est-ce que seront les impacts pour les créateurs de contenu. Et puis on terminera avec une petite tartine ce matin, une petite tartine sur un article intéressant de The Verge qui ont mis la main notamment sur des mémos internes de chez Meta et qui reviennent et notamment du VP du Metaverse, Vishal Shah, qui a communiqué du coup plusieurs fois à son équipe et qui, d'après les communications, c'est pas forcément le beau fixe dans les équipes du Metaverse. Et notamment, il apparaîtrait que les employés qui travaillent sur le Metaverse n'utilisent pas le métaverse. Donc ça déclenche évidemment pas mal de soucis, sachant que Metaverse en est vraiment au tout début de sa vie et n'a pas encore trouvé son audience et son marché, on va le dire comme ça.
Et donc, du coup, c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui se dit dans les équipes, surtout après les critiques qui a pu se faire, notamment au lancement en France et en Espagne, suite à la qualité des graphismes du métaverse. Donc voilà, métaverse un petit peu sous les projecteurs négatifs ici. On parlera de ça et de voir s'il faut s'inquiéter ou pas. Voilà pour le programme ce matin. J'espère que ça vous plaît. Salut Technisavoir, salut à toi. Je regarde un petit peu à qui j'ai pas dit bonjour ce matin. Salut Wendigo. Salut Chris, salut Mac Inspired. Salut Bonen Sezon. Oh Sezon. Sezon n'était pas très loin cet été. Salut Barbichou, salut Psylob. Salut Freki Managarm, pardon. Salut Anio, salut Pépé Christo. Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Salut Nelly Eric. Hop. Et un grand merci à, je crois que je n'ai pas remercié Creatix pour ton abonnement et je n'ai pas remercié Bonan Sezon également pour ton abonnement. Un grand merci à vous deux pour votre soutien. Ça nous fait vraiment plaisir, ça nous permet de continuer l'aventure. Un grand merci à vous. Je vous propose sans plus tarder de commencer avec le Kawa. Et voilà, on commence avec la première news ce matin. Et la première news, c'est sur cette fameuse affaire d'AirTag. AirTag, vous le savez, ces petits trackers qu'Apple a sortis, qui ont directement concurrencé d'ailleurs les trackers dont on avait déjà parlé de la marque Tile. Et donc, le bénéfice des AirTags, c'est évidemment de bénéficier de la force de frappe du réseau d'appareils Apple qui va permettre une localisation beaucoup plus précise, beaucoup plus fine, un maillage finalement beaucoup plus précis pour la localisation des appareils. Le but des AirTags, c'est évidemment de vous aider à traquer et suivre la localisation de ce sur quoi vous appliquez les AirTags. Et donc, du coup, c'est vraiment un appareil discret et pratique avec la force de frappe d'Apple. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ces petits devices qui prennent pas de place, qui sont faciles, vous pouvez traquer la batterie, vous pouvez glisser dans vos bagages, et bien en fait, beaucoup de personnes utilisent ces petits AirTags pour les mettre dans les bagages qu'ils mettent en soute ensuite lors de leur vol en avion. Et comme ça, ils sont un petit peu rassurés de se dire, bon, voilà, ils vont pas perdre leur bagage, ils vont pouvoir le retrouver et le localiser précisément. C'est vrai que c'est quand même une angoisse quand on prend l'avion, c'est de laisser votre valise au comptoir pour que ça soit chargé plus tard en soute de l'avion en question. Donc il y a toujours un petit peu ce moment d'angoisse quand vous sortez de l'appareil, que vous allez à la récupération des bagages pour voir si votre fameux bagage va être sur le tapis roulant et si vous allez pouvoir repartir avec. Moi je touche du bois, ça m'est jamais arrivé encore de me retrouver sans bagage, sans le bagage que j'avais mis en soute, mais je sais que ceux qui prennent souvent l'avion, ça leur est au moins arrivé une fois malheureusement. Donc voilà, donc très logiquement, les gens se sont mis à utiliser ce type d'AirTag pour pouvoir localiser leur bagage plus facilement. Et ce qui est intéressant, c'est donc du coup Lufthansa, la société allemande de vol, la compagnie aérienne Lufthansa, a annoncé qu'ils interdissaient du coup l'utilisation des AirTags actifs lors des vols et dans l'avion. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que ça a soulevé pas mal de questions sur les réseaux sociaux et donc du coup, la Lufthansa a été amenée à préciser justement son positionnement sur Twitter et ils ont notamment annoncé que selon les directives de l'OACI, alors l'OACI c'est quoi? C'est l'Organisation internationale de l'aviation civile, donc c'est vraiment la régulation, la réglementation générale que toutes les compagnies aériennes sont censées respecter. Ils disent, selon les directives de l'OACI, les trackers de bagages sont soumis à la réglementation sur les marchandises dangereuses. En outre, en raison de leur fonction de transmission, les trackers doivent être désactivés pendant le vol s'ils sont dans des bagages enregistrés et ne peuvent pas être utilisés
en conséquence. Voilà, donc ça c'est assez intéressant parce que du coup ça a été contredit par pas mal de personnes, cette information. Pourquoi? Parce que tout simplement le texte de l'OACI ne parle pas des batteries qui concernent les AirTags. Je vous rappelle que les batteries qui sont embarquées dans des AirTags sont des piles de montres, donc qu'on appelle CR2032, et qui ne sont absolument pas des batteries au lithium-ion. Or, les batteries lithium-ion sont les batteries visées par la réglementation et la régulation de l'OACI. Et en effet, en fonction de la taille de certaines batteries lithium-ion, il y a une réglementation spécifique et si c'est trop gros, c'est interdit, etc. Voilà, donc par exemple, on peut les trouver, ces batteries lithium-ion, vous le savez, hein, comme moi, vous pouvez les trouver dans les smartphones, dans les MacBook Pro par exemple, etc. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant, d'autant plus que les piles de montres utilisées dans les AirTags se trouvent dans des montres, comme on a tendance à les appeler, hein, c'est des piles de montres, et donc les montres ne sont absolument pas interdites en vol d'avion, et on ne vous demande pas de désactiver votre montre quand vous montez, pour ceux qui ont des montres, quand vous montez dans l'avion. Donc ça paraît carrément tiré par les cheveux, tellement tiré par les cheveux qu'on pourrait se demander comment ils ont pu penser que ça allait passer sans être vu. Très étonnant. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà, donc... Beaucoup de personnes ont un petit peu rigolé et se sont dit je pense que la vraie motivation de la Lufthansa, c'est pas forcément de protéger les communications, etc. Surtout que de toute façon, le niveau d'émission des AirTags est tellement bas que c'est bien trop bas pour interférer avec n'importe quel système de communication embarqué dans les avions commerciaux. Donc, aucun risque ici. Mais par contre... Ça permettrait potentiellement à la Lufthansa d'empêcher les utilisateurs de pouvoir traquer aussi bien leurs bagages, etc. et de ne pas pointer du doigt sur les réseaux sociaux qu'ils sont maltraités, qu'ils font des petits voyages dans des endroits où il ne faudrait pas ou qui sont tout simplement perdus. Voilà. A priori, ce qui serait passé, c'est depuis la sortie des AirTags, il y a une grosse montée en termes de partage sur les réseaux sociaux des bagages perdus de la Lufthansa et d'autres compagnies aériennes, je suppose. Je pense que la Lufthansa n'est pas la seule impactée. Donc, ils essaieraient d'empêcher finalement cette communication sur les réseaux sociaux. Comment vous dire que je ne pense pas que ce soit une très très bonne stratégie. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire un petit peu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous dans la chatroom. Est-ce que vous utilisez des AirTags lorsque vous voyagez en avion désormais? Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Est-ce que Apple a réagi? Écoute, on n'a pas d'informations. C'est ça aussi, c'est surtout ne plus avoir de plainte, ouais. Mais ils ne peuvent pas vérifier s'il y en a dans nos bagages de toute façon. Écoute, en tout cas, ils peuvent se dire que la dissuasion peut être suffisante. Et après, tu sais, il y a quand même un passage où ils scannent les bagages. Je ne sais pas le degré de précision dans la manière dont ils peuvent scanner les bagages pour vérifier le contenu. Donc là, je ne peux pas te dire. C'est un complot pour que l'on utilise uniquement des bagages en cabine et transporter des extraterrestres dans les soutes. Je regarde un peu. Je regarde un peu vos commentaires. Le problème, c'est les ondes, pas la batterie. Pierre-Yves, c'est justement ce qu'on disait, les ondes sont tellement basses qu'en fait, il n'y a vraiment aucun risque, a priori. Alors, a priori, ça serait tout tracker de bagages Wendigo, puisque ils ont pas mentionné, la Lufthansa n'a pas mentionné les AirTags, le nom du produit, mais plutôt le type de produit. Donc, ils ont vraiment dit les capteurs. Je regarde un petit peu les trackers de bagages. C'est ça. Précisément, ils ont utilisé les trackers de bagages. Donc, c'est pas spécifique aux AirTags.
Je mets pas de bagages en soute, problème solved. C'est sûr, oui. Ma belle-sœur utilise des AirTags en voyage pour suivre le matériel médical de son fils. Bah oui, non, mais évidemment, enfin, tout ce qui est précieux à vos yeux, bah, vous allez prendre d'autant plus de précautions pour pouvoir vous assurer de ne pas les perdre. Et donc, du coup, bah, les AirTags sont une des solutions. AirTags ou trackers de bagages en général sont une solution. Tout à fait. Oh my god, plus jamais cette compagnie aérienne pris pour la première fois durant les vacances d'été, plus jamais. Taux de perte de bagages record cette année. Au lieu d'améliorer et d'engager des employés pour que ça ne se reproduise plus, ils n'ont rien d'autre à faire que d'interdire les AirTags. Chacun sa stratégie, hein. On peut être douteux sur l'efficacité de la stratégie employée. Donc voilà. Ils ne veulent pas se rendre compte, ils ne veulent pas qu'on se rende compte de ce qui est fait avec les bagages. En gros, c'est ça, hein, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Donc voilà, en tout cas, vous êtes prévenus. Pas de tracker de bagages, même si c'est pas exactement la dénomination de l'AirTag. C'est un des usages de l'AirTag, hein, c'est de traquer des objets dont des bagages, et donc du coup c'est désormais interdit. Voilà, on verra, je suis curieuse de voir s'ils vont revenir un petit peu sur leurs propos, parce que là j'ai l'impression qu'ils sont pris en flagrant délit de mauvaise foi, et je trouve ça assez intéressant à suivre, quoi. On verra. Stay tuned, on vous tiendra au courant s'il y a évidemment des changements d'informations par rapport à ça. On continue avec une autre news assez étonnante. C'est notamment l'utilisation d'une marque de bougie comme indicateur de l'évolution épidémique. Alors d'où ça vient ça? Donc l'évolution évidemment épidémique, on parle évidemment de l'épidémie de coronavirus, hein, lancée, qui a démarré en 2020, en mars 2020. Enfin un peu avant, mais en tout cas qui a été bien déclaré en mars 2020. Et en fait, d'où ça vient? Eh ben, c'est Nick Beauchamp, voilà, ce scientifique qui a travaillé dessus et qui a publié auprès du New Scientist cet été en 2022. Il a enquêté tout simplement sur les commentaires postés par des clients Amazon sur des bougies parfumées d'une marque reconnue, hein, connue et reconnue, qui permettaient potentiellement d'aider à suivre l'évolution des pics épidémiques du coronavirus, et notamment les symptômes. Et donc là, spécifiquement par rapport à des bougies parfumées, on parle évidemment du symptôme d'anosmie, qui est donc la perte d'odorat, hein, le terme technique scientifique pour la perte d'odorat. Et donc du coup, les travaux ont été publiés en juin 2022, et le docteur Georges Caballero a remis un petit coup de projecteur sur l'étude justement ce 9 octobre dernier. C'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on n'en avait pas parlé cet été, donc c'est l'occasion. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ça concerne notamment les bougies Yankees Candles. Donc candles, bougies, hein, en anglais. Donc les bougies Yankees sont réputées comme excellentes, hein, donc du coup c'est quand même une référence en termes de bougies parfumées. Autant vous dire que pour moi les bougies parfumées c'est mon cauchemar. Tout ce qui propage une odeur forte est mon cauchemar. J'ai un odorat très sensible, et donc tout ce qui est boutique de parfumerie, parfum fort, bougies, encens, c'est un vrai cauchemar pour moi. Ou les espèces de sapins parfumés dans les taxis là. Rien de mieux que pour me donner la gerbe. Voilà. Donc en tout cas, si vous me recevez chez vous, vous le savez, hein. Pas d'encens, pas de bougies parfumées, pas de petits sapins. Voilà, je précise. Ou si vous voulez me faire passer un mauvais quart d'heure, allez-y. Mais alors, vous serez responsable des résultats. Donc voilà, donc là il analyse un petit peu la marque de bougies Yankee sur Amazon, qui a donc une réputation, une renommée, hein, dans la matière de bougies parfumées, et surtout que quand même quand on parle de bougies parfumées, généralement les bougies, ça sent quand même relativement fort. Bon, après, il y a des odeurs plus douces, etc. Mais bon, voilà, il y a quand même des bougies qui sentent très fort en fonction du parfum et du traitement, hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a remarqué qu'il y a pas mal de commentaires à certaines périodes qui mentionnent que you can't even smell it, vous ne pouvez même pas le sentir, ou no smell, pas d'odeur, ou impossible de le sentir
du tout. Cannot smell it at all. Voilà, donc là, c'est un extrait de petits commentaires qui a été paru sur Amazon. Là, vous pouvez le voir un petit peu ici, là, où des gens se plaignent justement qu'il n'y ait aucune odeur sur ces fameuses bougies. Donc ça, c'est assez sympa. Et du coup, il s'est posé la question, mais est-ce qu'on va pouvoir traquer finalement et faire une corrélation entre les pics épidémiques et le nombre de commentaires négatifs mentionnant justement l'absence d'odeur pour ce type de bougie. Et donc du coup, ça a attiré tout simplement l'attention de ce chercheur Nick Beauchamp qui travaille à la Northeastern University dans le Massachusetts aux États-Unis. Il a d'abord été intrigué et amusé, puis il a finalement travaillé carrément à construire un modèle d'analyse statistique pour pouvoir justement faire la corrélation entre les deux, voir s'il y a une corrélation finalement entre les deux. Et donc ils ont passé en revue avec son équipe, il n'était pas tout seul heureusement, il a passé en revue pas moins de 9837 commentaires clients sur Amazon, postés entre septembre 2018, juste avant la pandémie, et décembre 2021, en pleine vague épidémique, pour les 4 bougies les plus célèbres de la fameuse marque Yankees. Voilà. Et donc, du coup, ils ont pu voir une corrélation justement entre les pics épidémiques et le nombre de commentaires négatifs qui a augmenté. Donc là, on peut voir le petit graphe. Excusez-moi, il y a une pub qui cache ici le bas du graphe, mais vous pouvez voir quand même, alors la courbe rouge, c'est le nombre de cas de Covid. Donc vous pouvez voir donc avec les petites dots et la courbe qui donne la tendance. Et puis la courbe bleue, c'est le nombre de revues négatives qui mentionnent l'absence d'odeur. Et donc finalement, vous pouvez voir qu'il y a une corrélation ici. Alors vous ne voyez pas vraiment bien la fin du graphe, mais vous pouvez voir très nettement la pointe bleue de la courbe qui monte vraiment avec un pic assez direct, qui va venir rejoindre le pic de nombre de cas Covid ici. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder. Et donc du coup, c'est ce qui mentionne, a priori, pour chaque tranche de 100 000 nouveaux cas de Covid par semaine aux États-Unis pendant la période de l'étude, le nombre de critiques négatives sur Yankee Candle a augmenté de 0,25 points de pourcentage. Donc il y a vraiment en plus une bonne corrélation intéressante, quoi. Donc c'est assez étonnant et ça montre un petit peu comment on peut trouver des signaux indirects finalement pour traquer l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Je trouve ça intéressant comme utilisation de données. Pourquoi c'est intéressant de trouver des signaux indirects ? Tout simplement parce qu'en fait, les gens se font de moins en moins tester. Donc finalement, se reposer sur le nombre de tests et le nombre de cas positifs, c'est pas forcément évident. Ça représente peut-être pas encore l'ampleur. Mais voilà, dans un contexte où le nombre de tests chute, c'est intéressant de se dire, de voir un petit peu d'autres alternatives pour traquer un peu ça. Je lis un peu vos commentaires dans la chatroom. Dure les odeurs de Massachusetts. Sale. Joli. J'ai compris. Ça veut dire que je suis bien réveillée ce matin. J'ai compris le jeu de mots. Il était mignon. Je lis un peu vos commentaires. Est-ce que c'est une vraie info ? Ça me paraît bullshit. Oui, Barbichou, vas-y, tu peux aller regarder tous nos articles. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver dans le Flipboard Nowtech. Et puis, tu auras les liens vers l'étude. Et l'article, attends, je vérifie s'ils mettent le lien. Ouais, t'as l'étude qui a été publiée en juin 2022, je vois le petit texte surligné, donc je suppose que ça t'amène vers l'étude. Alors évidemment, le scientifique dit attention, c'est pas une nouvelle manière de traquer l'épidémie de coronavirus, mais c'est intéressant, ça apporte une nouvelle manière de comprendre un petit peu l'impact sur le quotidien et d'utiliser des signaux indirects comme ça pour comprendre un peu ce qui se passe. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut remplacer les outils qu'on a aujourd'hui, mais ça montre comment on peut utiliser les données, les signaux de manière un peu créative. Ici, je trouvais ça rigolo. Voilà. Et l'amour aveugle, il y a sûrement un truc avec les blagues aussi.
Et faire just, c'est possible. Après, je suis pas non plus super bon public normalement pour les blagues. Et j'hésite pas à dire hein, à Jérôme quand j'aime pas ses blagues. Voilà. Parce il en teste pas mal sur moi. Mais après, je suis pas le meilleur public. Voilà. C'est exactement, tu l'as bien résumé, c'est Célestou French Forge. C'est plus une curiosité scientifique qu'une méthode inébranlable. Exactement. C'est vraiment l'utilisation innovante et curieuse des data ici. C'est ça que je trouve intéressant. En fait, Marion a perdu un pari. Elle doit rire une fois par semaine à des blagues de Jérôme en public. Je suis mal barrée parce que du coup, comme je fais le mug qu'une fois par semaine, si c'est spécifiquement en live, dis donc, vous êtes pas rendu hein, dans la chatroom. Voilà en tout cas pour cette news. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller lire l'article et carrément l'étude pour les plus curieux d'entre vous. On enchaîne avec un petit cadeau du gouvernement qui vient justement compléter le plan de sobriété énergétique qui est vraiment le sujet dont on parle un petit peu depuis la rentrée, le sujet phare et l'enjeu phare. Hein, c'est un sujet phare pour le gouvernement et parce que c'est un enjeu phare pour la France et l'Europe de manière générale, hein, avec le contexte évidemment de la crise énergétique et du climat géopolitique actuel évidemment. Et donc du coup, il y a eu des rumeurs notamment sur qu'il y aurait des coupures Internet prévues cet hiver. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu le ministre de la Transition numérique qui s'est exprimé carrément sur Europe 1 et qui a confirmé que le gouvernement prévoit en effet d'imposer aux opérateurs télécoms, donc là, vous voyez que ce n'est pas aux utilisateurs, mais aux opérateurs télécoms, de mettre à jour leur box ancienne génération pour que celle-ci se mette automatiquement en veille durant la nuit. Voilà, donc c'est ça vraiment la mesure prise ici pour la sobriété, le plan de sobriété énergétique. Donc en effet, le ministre d'ailleurs a rappelé que les nouvelles box et certaines box et normalement toutes les nouvelles box disposent déjà d'un système de veille automatique qui se met en général en route la nuit. Donc, généralement quand même, alors je ne connais pas le détail vraiment de ce type de mise en veille automatique, mais généralement c'est une mise en veille automatique, c'est parce que c'est pas utilisé. Donc il va potentiellement détecter combien d'appareils sont connectés et utilisent activement la connexion. Et donc du coup, en fonction de s'il y en a qui utilisent ou pas, il va pouvoir se mettre automatiquement en veille. Et donc, du coup, le but, c'est évidemment d'économiser sur les factures d'électricité, ici, économiser l'énergie. Donc, l'idée est donc de généraliser cette pratique qui est déjà présente sur certaines box via le biais d'une mise à jour software faite à distance par les opérateurs de télécom pour que ça soit fait de manière plus systématique sur tout le parc de box Internet. Et donc, quant aux nouvelles box, c'est ce que je voulais dire, donc quand elles arriveront sur le marché, elles devront inclure par défaut cette fonctionnalité également. Donc vraiment, le but, c'est de réduire la consommation énergétique sans aller demander des efforts trop importants aux Français ici. Donc je ne connais pas les détails, parce qu'en effet, c'est vrai que je me suis interrogée sur notamment la capacité, je vois vos commentaires dans la chatroom sur la capacité des box à détecter quand il y a de la consommation Internet ou pas, et donc savoir quand est-ce qu'il faut se mettre en veille ou pas. Écoute, je pense que si certaines box le font, c'est qu'elles le font de manière intelligente, parce que sinon des utilisateurs, ce serait déjà plein. Et donc oui, nous on est en avance chez Naotech, puisque nous, on a carrément devancé le gouvernement, puisqu'on a eu une coupure Internet ce dimanche après-midi. Voilà, grâce à nos chats qui sont les premiers pour protéger l'environnement, puisqu'ils ont croqué le câble de fibre optique avec leurs petites dents bien pointues, et donc ont cassé la fibre optique. Voilà, donc des vrais vers, nos chats. Des vrais écolos. Ce sont des agents du gouvernement infiltrés, nos chats.
Alors, donc les mises à jour qui se font la nuit sur les appareils vont être impossibles. La crème de la flemme. À voir. Après peut-être que ça détectera et que du coup, la mise en veille automatique, encore une fois, elle est censée être intelligente. On verra hein, comment ça va être géré. Mais je pense que ça ne va pas impacter ce genre de choses. Oui, les chats vont bien, oui, oui. On confirme. Oui, non, ils n'ont pas de soucis. Un mode veille, c'est un mode basse consommation. Donc potentiellement limiter peut-être le débit, j'en sais rien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de coupure d'Internet. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Il n'y aura pas de coupure Internet cet hiver. Ça sera un mode veille automatique pour économiser la consommation électrique tout simplement de ces box Internet. Hein. Une pratique qui est déjà existante sur certaines box que tout simplement le gouvernement veut encourager obliger, hein, c'est plus qu'encourager à ce niveau-là, c'est obliger les opérateurs télécoms à mettre à niveau tout le reste des box pour pouvoir être moins gourmands en termes d'électricité. Donc je trouve ça plutôt positif. Du coup, je trouve ça plutôt constructif comme démarche, quoi. Parce qu'en plus, ça va pas impacter l'usage des consommateurs à la fin. Voilà, donc voilà. Moi, je trouve ça plutôt positif. Donc rassurez-vous, en tout cas, pas de crainte sur de coupures Internet cet hiver. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours en flip là dans la chatroom? Il y a juste des coupures d'essence. Oui, non, ça c'est sûr qu'en ce moment, oui, c'est sûr que c'est vraiment le sujet. Est-ce qu'il y a une estimation de consommation des box en France? C'est une bonne question, Funiart. Je pense que ça doit exister. Hein. Ça doit exister. En fait, on avait des études sur la consommation de certaines box. Et que du coup, quand ça te met pas en veille, bah, du coup, ça consomme inutilement. J'ai pas les données avec moi, mais je sais qu'il y avait eu des informations qui ont circulé sur le sujet. Et Oleg fait un parallèle super intéressant d'ailleurs. Quand on a imposé que les moteurs de voiture se coupent au feu rouge, personne n'a gueulé et on n'est pas mort. Oui, tout à fait. C'est un bon parallèle, je trouve. Et maintenant, c'est rentré vraiment dans les usages, quoi. Ça n'étonne plus personne que le moteur s'arrête au feu rouge, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un bon parallèle. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez pas activement, ça se met en économie. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Non, mais Chris, tu nous dis pour certains, Internet, c'est plus vital que de manger à la limite. Oui, mais en fait, si tu l'utilises pas, c'est pas vital. Si tu l'utilises, ça peut être vital. Je peux te dire que dimanche soir, quand on s'est retrouvés sans Internet, on était là, mais mince, c'est pas cool. Mais quand tu l'utilises pas, tu vois, durant la nuit, on s'en fout, on s'en est foutu royal, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On a des trolls. On a des trolls dans la chatroom. Rakam qui nous dit: Vous êtes en train de dire que Internet va être coupé et que les gens vont se retrouver pour de vrai. La critique classique d'Internet. Donc voilà en tout cas pour la news. Je vous propose de passer à l'actualité suivante, actualité un peu moins sympathique parce que malheureusement on va parler d'un sujet quand même particulièrement sérieux, mais je pense que c'est important qu'on en parle pour montrer l'impact finalement de certaines technologies et de la manière dont on conçoit les services. Aussi, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un petit peu de contexte. Aux États-Unis, il y a un procès contre Amazon qui est en train de prendre de l'ampleur car des familles accusent la plateforme de vendre des kits de suicide. Donc, il y a eu une première action en justice qui a été intentée en février 2022 suite à un décès d'un homme ayant acheté donc un puissant produit chimique sur Amazon afin malheureusement de se donner la mort. Et donc du coup là qu'est-ce qui se passe? C'est le géant de l'e-commerce, donc Amazon, est de nouveau pointé du doigt ici suite à la mort et au décès donc de deux adolescents suite à avoir vendu un kit de suicide. Alors qu'est-ce qu'on parle de kit de suicide? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ce qui se passe, c'est donc la plainte qui a été déposée devant le tribunal de l'État de Californie en septembre, affirme qu'Amazon a suggéré aux deux adolescents, via son algorithme d'achat, lorsqu'ils regardaient du produit de nitrite de sodium, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est un produit qui est utilisé pour la conservation des aliments. Et donc du coup, là, il était vendu dans une concentration presque pure, proche des 100%, entre 98 et 99%, qui est un dosage largement supérieur normalement au dosage utilisé pour la conservation des aliments. Donc déjà, sur le positionnement d'Amazon qui dit que c'est un produit largement utilisé dans la conservation des aliments, etc., etc. Ici, il est dans un dosage qui n'est pas utilisé pour la conservation des aliments, qui est bien trop pur finalement pour être utilisé et qui, avec une prise d'une cuillère à café, peut s'avérer très, très, très dangereux et donc très facilement finalement létal. Ici. Et donc, du coup, voilà, des personnes, malheureusement des adolescents, ont recherché à acheter ça sur Amazon et se sont vus conseiller, vous voyez, dans les petits encarts de conseils d'achat en plus de ce produit-là, ils se sont vus recommander, du coup, malheureusement, une balance destinée à mesurer une dose létale, donc, de ce produit, ainsi qu'un médicament anti-vomissement, plus un manuel sur le suicide. Donc là, on est vraiment quand même sur quelque chose d'assez affligeant en termes... grave, c'est plus qu'affligeant à ce niveau-là, hein, c'est grave en termes de fonctionnement d'algorithme. Ici, et malheureusement, voilà, ce manuel comporte carrément tout un chapitre sur comment mourir grâce au nitrite de sodium. Donc c'est vraiment, on peut comprendre le positionnement des familles ici quand elles parlent de vendre véritablement un kit de suicide ici pour les personnes qui sont donc qui font ce type de recherche. En tout cas, voilà, c'est l'angle sous lequel ça a été présenté par les familles et donc aidé par l'avocate Carrie Goldberg, qui représente ici les familles. Et donc, du coup, voilà, on a les parents de Christine Johnson, qui avait 16 ans, et d'Ethan McCarthy, 17 ans à l'époque, qui donc accusent le géant d'Amazon d'avoir vendu du nitrite de sodium. Qui est mortel si ingéré sous forme pure. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en décembre 2021 dernier, donc en décembre dernier, il y avait une enquête du New York Times, déjà à l'époque, qui dévoilait l'existence d'un forum qui était dédié aux discussions à propos du suicide. Et donc, les membres échangeaient des conseils et des encouragements parfois à se donner la mort. Et ça avait conduit notamment à la création d'une commission bipartite au Congrès des États-Unis, et notamment... il y avait cette commission qui avait notamment contacté des plateformes type eBay, Etsy, Amazon pour leur demander d'interdire la vente de nitrite de sodium. Et le géant Amazon, lui, avait refusé de répondre aux questions et avait pris la décision de continuer à commercialiser le produit, alors que Etsy et eBay, eux, avaient décidé finalement de l'interdire. Voilà. Donc là, on pointe du doigt, évidemment, la décision d'Amazon. Je ne suis pas là pour prendre parti parce que je ne connais pas les tenants aboutissants de l'affaire, mais c'est vrai que là, en tout cas, l'algorithme a eu des résultats particulièrement affligeants qui vont absolument pas aider le cas d'Amazon ici à montrer patte blanche entre guillemets, quoi. Donc, dans un premier temps, d'ailleurs, Carrie Goldberg, l'avocate donc, des familles, s'est exprimée et avait dit qu'ils avaient essayé de ne pas rendre l'affaire publique. Voilà, je ne connais pas du tout le détail des communications, mais que suite au manque de réponses et de progrès d'Amazon sur le sujet, avaient décidé finalement de médiatiser l'affaire. Ils avaient notamment accordé en exclusivité l'accès aux éléments du dossier à l'émission 60 minutes de CBS et donc ils avaient donc un reportage prêt à être diffusé. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que le reportage n'a jamais été diffusé sur la chaîne, car cette dernière avait décidé finalement, avait redouté finalement que l'émission ne conduise à plus de suicides. Vous savez, il y avait eu ce genre de débat aussi sur la série, comment elle s'était... 13 Reasons Why, je crois que c'était ça le nom de la série, qui parlait justement
d'une adolescente qui s'était donné la mort et qui avait ensuite chaque épisode détaillé un événement qui avait conduit finalement et qui s'était additionné par rapport aux difficultés que l'adolescente vivait et qui pouvait expliquer et donner du contexte sur pourquoi elle s'était donné la mort. On avait accusé cette série de glorifier le suicide et d'encourager les adolescents malheureusement à se donner la mort. Bon, alors je pense qu'il y a deux choses. Il faut évidemment faire très attention à comment on parle de ce sujet. C'est un sujet très très difficile et il ne faut pas le glorifier, mais c'est important aussi d'en parler et de montrer qu'on peut en parler, qu'on peut trouver du soutien et qu'on peut se faire accompagner sur le sujet. On a des hotlines, enfin tous les pays ont des hotlines et des numéros d'appel qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour des personnes qui ont ce type de pensée et pour pouvoir trouver un soutien et au moins un dialogue, une personne qui puisse écouter et vous conseiller, vous orienter vers le soutien approprié en fonction de votre situation. Et des fois, juste parler peut faire beaucoup quand on ne sait pas vers qui se tourner ici. Donc, c'est très, très important de garder la parole ouverte. Donc, du coup, c'est vrai que avoir le positionnement de non, on ne va pas diffuser parce que ça va encourager plus de suicides, c'est un petit peu compliqué. Ici, l'avocate soupçonne que la chaîne a malheureusement vécu des pressions financières de la part d'Amazon pour dissuader la diffusion du reportage. Donc du coup, c'est comme ça qu'elle a décidé de prendre les réseaux sociaux à partie ici pour médiatiser un petit peu plus l'affaire et apporter la lumière qu'elle juge nécessaire à cette affaire. Voilà un petit peu le contexte. Ouais, c'est exactement ça, hein. C'est les personnes qui ont acheté ça, cet article ont également pris. Ça peut passer par ça ou par d'autres encarts. C'est vraiment des encarts de recommandation ici. Oui, tout à fait, c'est un sujet très sensible de toute façon qui soulève un vrai débat de société. Tu parles notamment du suicide assisté que l'on peut appeler euthanasie. Voilà, certains pays, notamment la Suisse, l'ont encadré et dans certains contextes l'autorisent. En France, on a le débat, mais on ne l'autorise pas encore. Voilà. Et en France, merci FRJS de partager le numéro. En France, c'est le numéro 3114 qui vous permet de parler, d'avoir de l'aide sur ce type de sujet. Donc évidemment, pour toute personne qui éprouve des difficultés ou des pensées à se faire du mal, n'hésitez pas, il faut en parler. Il faut arrêter de stigmatiser un petit peu ça. Il faut parler et tout simplement pas hésiter à demander de l'aide. Et il y a des personnes tout à fait compétentes. Merci Samuel de partager les liens aussi sur les lignes d'écoute et les sites internet qui peuvent aider à ce sujet. Voilà, donc du coup, sujet important, sujet lourd, je voulais quand même le mentionner, et comme quoi il faut prendre les mesures nécessaires. Là, on verra un petit peu, moi je serais assez intéressée de voir quelle décision va être prise par la justice américaine ici à l'encontre d'Amazon, quoi. Donc intéressé de suivre ça. Ouais, c'est chaud, ouais. Quenz Bernard, c'est chaud que l'algo se retrouve à suggérer des articles comme ça. En fait pour moi, il y a deux débats. C'est est-ce que, de manière générale, on devrait interdire la vente de nitrite de sodium sous toutes ses formes ? Parce qu'en fait, le positionnement d'Amazon, c'est qu'il y a tout plein de produits qui, mal utilisés, pourraient évidemment être très dangereux pour la santé. Enfin, je veux dire... Rappelez-vous des espèces de challenges TikTok dont on mentionnait où il fallait ingérer des produits ou des capsules de lessive, enfin, je sais plus ce qu'on avait parlé, etc. C'est dangereux, ce sont des produits toxiques si ingérés. Donc évidemment, voilà, on ne va pas arrêter de vendre des capsules de lessive, etc. Mais par contre... Il y a une autre question, c'est la pureté du produit vendu, où en effet ici, la pureté n'est pas
adapté à l'usage de conservation des aliments, sur lequel Amazon a l'air de se reposer ici pour autoriser la vente de ce produit-là. Donc potentiellement, c'est mettre une réglementation sur le taux de pureté de ce type de produit. Et finalement, pour moi, le sujet le plus accablant, où je trouverais ça très difficile pour Amazon de défendre leur positionnement, c'est l'algorithme. C'est cette recommandation accablante d'avoir une balance qui permet de peser une dose létale, de l'antivomitif qui évidemment réduit considérablement vos chances d'être sauvé si on vous trouve dans cet état-là, et le manuel de suicide qui est vraiment accablant ici. Donc voilà, là je trouve ça très très compliqué, quoi. Donc à voir. Là, la médiatisation, ça met évidemment Amazon, ça met beaucoup plus de pression à Amazon. Donc ça sera intéressant de suivre un petit peu ce qui va se passer. Voilà, donc je voulais juste vous en parler, je voulais pas plomber trop la matinée, mais c'est important de se dire aussi en tant que société, de société tech, c'est important de comprendre un petit peu la portée de nos actes et de la manière dont on conçoit les services et de pouvoir mitiger les risques de mauvais usage. Voilà. Je vous propose, sans transition, de passer à la prochaine news qui est quand même un peu plus légère, où on va parler de YouTube. YouTube qui essaye de se rapprocher un petit peu plus des réseaux sociaux et potentiellement de mieux rentrer en compétition avec TikTok pour pouvoir faire interagir les créateurs de contenu entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont annoncé hier, tout simplement, qu'ils allaient supporter ce qu'on appelle les identités. Alors en français, ils appellent ça les identifiants, je crois. Attendez. Je vais vérifier mes emails, parce que même moi, j'ai reçu un petit email par rapport à ça. Hop, c'est ça. Ils appellent ça les identifiants YouTube. En français. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les identifiants YouTube, c'est les usernames avec les arrobas, vous voyez? C'est ce qu'on utilise notamment sur Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, etc. pour mentionner les uns et les autres. Vous pouvez les retrouver aussi sur Slack, Discord, lorsque vous souhaitez interagir avec des personnes, ça va mentionner leur identifiant avec le petit arrobase. Pourquoi ils font ça? Eh bien, tout simplement, c'est pour créer plus d'interaction entre les créateurs, les chaînes, etc. Et donc pouvoir créer une émulation ici et un support de communication, d'échange entre les différents utilisateurs. Et tout ça à travers les différents formats, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir les utiliser sur les YouTube Shorts qui concurrencent directement TikTok ici, ou les pages de chaînes, ou les descriptions de vidéos, les commentaires et plein d'autres choses. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un créateur pour pouvoir utiliser ces identifiants. Toute personne qui aura un compte YouTube pourra les utiliser. Et jusqu'ici, c'était déjà supporté, mais dans un contexte très limité. C'était déjà supporté quand on mentionnait les chaînes dans des titres de vidéos ou dans des descriptions avec le symbole arrobase. Ou notamment lorsque d'autres utilisateurs mentionnaient dans des live chats sur YouTube. Mais au-delà de ça, c'était pas supporté. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter un support plus global de ces identifiants sur toutes les plateformes, toute la plateforme YouTube et tous les formats. Donc c'est vraiment là s'étendre et aller concurrencer TikTok de manière très très claire et créer la possibilité pour les créateurs de créer des discussions. Enfin les créateurs, mais toute personne sur YouTube, de créer des discussions et une plus grande interactivité et des débats peut-être plus intéressants sur la plateforme. Donc les identifiants, vous allez pouvoir les retrouver sur les chaînes, les chaînes sur YouTube, sur les shorts. Ça permettra du coup de les reconnaître plus facilement parce que du coup il va falloir se souvenir des handles, des identifiants des uns et des autres. Donc, il va falloir augmenter leur visibilité aussi. Le support pour ces identifiants va démarrer la semaine prochaine, va se faire de manière progressive. Qu'est-ce qui va se passer? C'est évidemment, il y a un enjeu, c'est tous les créateurs reconnus sur YouTube qui vont avoir un petit peu peur que leur identifiant soit pris et volé.
Et parce que finalement, l'identifiant va limite devenir plus important que le nom de la chaîne. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que YouTube a réfléchi justement à protéger les créateurs dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils vont donner la priorité aux créateurs établis en fonction du nombre d'abonnés, du nombre de vues, de l'activité de la chaîne, etc. Et va leur donner la priorité pour confirmer ou modifier l'identifiant qui va être du coup rattaché à leur chaîne. Et au fur et à mesure, ils vont déployer un petit peu la fonctionnalité pour que tout le monde y ait accès. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant. Par défaut, pour votre identifiant, ça sera un identifiant qui correspond au nom de votre chaîne. Et après, si vous souhaitez le modifier, vous aurez la possibilité, si évidemment, si ce n'est pas déjà pris. Les identifiants sont uniques, évidemment, pour que ça puisse fonctionner. Voilà un petit peu pour le topo sur ces identifiants. Je lis un petit peu vos commentaires. Hop. Je lis un peu. Vous êtes encore sur l'article précédent, ok. Alors, attention, hein, l'article n'était pas sur la mort assistée, donc ne rentrons pas dans ce débat, c'était pas le débat du jour. C'en est un très très important, mais c'était pas le débat du jour. Voilà. Donc voilà, en tout cas, pour les identifiants, c'est vrai que ça paraît peut-être anodin, mais en fait, ça change quand même un petit peu le positionnement de YouTube et ça va permettre notamment plus de mentions, plus d'interactivité entre les créateurs. Moi, je trouve ça intéressant et je suis assez curieuse de voir finalement si ça va aider à ce que les shorts, le nouveau format de YouTube, prennent ou pas. En tout cas, pour moi, c'était une condition de la réussite. De ce format-là. Donc, je trouve ça plutôt positif qu'il le démocratise et le distribue un petit peu sur tous les formats, quoi. Donc, voilà pour cette news. C'était la dernière actualité news ce matin. Donc, du coup, je vous propose de passer tranquillement à la petite tartine sur Meta. Et voilà, ce matin, je voulais vous parler un petit peu d'un article que j'ai trouvé très très intéressant la semaine dernière de la part de The Verge. Qui a mis la main notamment sur des mémos internes de communication du VP du Metaverse, Vishal Shah, auprès de ses équipes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc du coup on a un petit peu une vision, une plongée dans les communications internes avec les équipes du Metaverse. Et ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est que a priori l'application Metaverse, hein, qui est un peu le projet et la lubie de Mark Zuckerberg, pour moi c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un projet chouchou de Mark Zuckerberg qui est poussé sans vraiment de stratégie super claire derrière. Alors c'est un pari et en effet, c'est-à-dire que c'est un usage qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Et il fait le pari que c'est un usage qui se développera avec de l'investissement, du temps, l'amélioration de la technologie, que ce soit d'ailleurs hardware ou software, parce qu'il faut que les casques soient suffisamment légers de ne pas le vertige ou autre, etc., pour que ça reste agréable à utiliser, et que ça soit suffisamment immersif et qu'il y ait suffisamment d'intérêt, etc., pour se retrouver dans le métaverse. Donc c'est quand même un pari très, très culotté, sur le moyen long terme, je dirais. Voilà, et bref. Moi, je suis assez dubitative quand même. Après, ça ne veut pas dire... Enfin, voilà, hein, je peux ne pas avoir cette vision, mais je suis un petit peu dubitative. Ça ressemble un petit peu comme une lubie d'un CEO, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il pousse ça. Il le pousse beaucoup avec son avatar sans jambes, etc., flottant, machin, avec des graphismes quand même qui étaient à vomir. Rappelez-vous
les premiers graphismes qu'on avait vus quand même. Je vais vous les montrer. Les premiers graphismes de Mark Zuckerberg. D'ailleurs, ça, c'était ce qu'avait posté Mark Zuckerberg sur son compte Instagram et sur lequel il s'est fait railler. Du coup, parce que franchement, la qualité des graphismes, on dirait des graphismes moins bons que la première génération de Wii. Bref, et je trouve qu'en 2022, c'est pas possible de se permettre d'avoir ce type de graphisme, quoi. Ça donne pas envie d'y aller. Juste, ça donne pas envie. Voilà, soyons très clairs là-dessus. Et donc, du coup, justement, il avait partagé un nouveau look de graphisme sur son compte, et ça c'était à l'époque quand ils avaient annoncé le lancement du Metaverse et de Horizon en France et en Espagne, et donc du coup suite au backlash du premier visuel qu'il avait partagé, il a partagé oui non mais on prend en compte vos retours et on travaille sur l'amélioration et le détail des graphismes. Donc du coup voilà, il avait partagé ça. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même de l'amélioration en termes de finesse, de traitement graphique ici, quoi. Donc, c'est un peu plus peut-être rassurant. Mais en tout cas, ce n'est pas le seul problème que rencontre le réseau social Horizon Worlds ici. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à priori, il y aurait beaucoup trop de problèmes de qualité ici par rapport à ce réseau social de réalité virtuelle et que l'équipe actuelle qui travaille dessus n'utilise même pas finalement le produit sur lequel il travaille. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc Horizon Worlds, pour vous remettre un petit peu en contexte, qu'est-ce que c'est? C'est un monde virtuel qui vous permet tout simplement aux utilisateurs de construire et d'interagir avec des mondes virtuels. Alors vous êtes sous forme de petits avatars sans jambes, ici, un peu flottants. Et donc du coup, on peut comparer ça à un mix entre Roblox et Minecraft. Donc Minecraft pour la création du monde et Roblox pour l'aspect développement de fonctionnalités et freeform, enfin des mondes assez libre, où vous allez pouvoir créer des interactions à l'intérieur, etc. et trouver vos propres usages. Donc ça, c'est assez intéressant. La plateforme a été développée et sortie avec le MetaQuest, le casque MetaQuest en décembre l'année dernière. Il a rassemblé 300 000 utilisateurs au début de l'année. Et il est censé arriver notamment sur le mobile et le desktop via une application web qui devrait arriver relativement bientôt, mais après, d'après les mémos finalement en interne qu'on vient de voir, le lancement serait potentiellement retardé puisque justement il rencontre trop de problématiques techniques. En effet, le mémo et le VP, en tout cas du métaverse, mentionnent que les retours des créateurs et des utilisateurs et des joueurs qui jouent pour tester le produit, et notamment beaucoup aussi dans l'équipe qui travaille sur Horizon Worlds, montrent qu'il y a beaucoup de problèmes, des problèmes de stabilité, des problèmes de bugs qui rend l'utilisation pour la communauté bien trop difficile et qui casse un petit peu la magie finalement que pourrait représenter Horizon Worlds. Voilà. Et donc du coup, on a des problèmes qui sont que a priori, l'équipe interne n'utilise même pas le produit. Donc ça, c'est intéressant sur pourquoi c'est important que l'équipe qui travaille sur un produit l'utilise. C'est qu'en fait, l'utilise ou s'intéresse aux utilisateurs et en font l'expérience quand même, de le tester, de voir dans quelles conditions c'est utilisé, etc. C'est très important finalement quand on travaille sur un produit d'être près du contexte dans lequel ça va être utilisé pour mieux comprendre les besoins et donc du coup définir le produit en fonction des besoins. Ici, j'ai l'impression que finalement, on ne s'est pas posé forcément la question des besoins utilisateurs et peut-être que c'est parce que le pari, c'est de créer un nouveau besoin finalement et de voir ensuite. Mais finalement, pour créer un nouveau besoin, il faut que l'expérience soit suffisamment appealing, séduisante, désolée pour l'anglicisme, séduisante et convaincante pour attirer les gens à au moins essayer.
Donc voilà, donc là, on n'est clairement pas à ce niveau-là. Et donc, du coup, c'est là où les mémos mettent en avant que il faut utiliser le produit. Mais c'est vrai que la manière dont ça a été formulé, je vous encourage à lire l'article, hein, c'est assez flippant. Voilà, la manière dont ça a été communiqué. C'est qu'ils vont tenir responsables les managers pour avoir leur équipe sur Horizon au moins une fois par semaine. Ce qui me semble quand même peu aussi, une fois par semaine, surtout si on travaille sur ce produit-là. Mais du coup, ça sent la pression ici. Voilà. Et en fait, moi, je me serais posé la question, pourquoi les équipes ne l'utilisent pas ? En fait, c'est intéressant finalement de se dire pourquoi les équipes ne sont pas convaincues, pourquoi elles ne l'utilisent pas et qu'est-ce qui les ferait les utiliser. Et potentiellement, trouver que finalement, si les équipes les utilisent, trouvent un usage intéressant, ça va les transformer en promoteurs ici auprès de la communauté qui sera intéressée et qui suivra le projet et convaincre potentiellement la communauté de venir utiliser, le rejoindre sur la plateforme. Parce qu'il y a une notion de réseau social ici. Donc finalement, c'est la première équipe qui travaille dessus, n'est pas convaincue et n'interagit pas avec ça de manière fréquente, il y a encore moins de chances qu'elles vont recommander ça auprès d'elles. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vois des petits commentaires dans la chatroom. Argonaut qui nous dit « J'utilise différents métaverses en VR et je trouve les critiques très virulentes par rapport à la réalité. L'erreur qu'ils ont fait chez Meta, c'est de ne pas avoir créé dès le départ des univers très évolués. Mais ils commencent à arriver avec les créateurs externes. Et c'est vrai que... » Alors attends, je reviens parce que je vois plus ton commentaire. Et c'est vrai que je suis fan des VR Chat qui a des années d'avance en termes de richesse d'univers. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est les gens ont du mal à se projeter. Les gens ont du mal à comprendre pourquoi ils iraient là. Et donc, du coup, il faut aider les personnes à se projeter. Donc, d'avoir déjà des univers existants et riches, ça va aider. Mais du coup, il faut le faire. Et tout ça, c'est vraiment ça rejoint un petit peu le problème de ce qu'on appelle le cold start problem. C'est comment tu attires finalement des utilisateurs sur une plateforme qui finalement, sans utilisateurs, n'a aucun intérêt. Et donc, du coup, pour attirer les utilisateurs, il faut avoir quelque chose d'existant. Mais si tu n'as pas des utilisateurs, tu n'as rien d'existant. Et donc, du coup, tu vois, c'est vraiment l'œuf ou la poule aussi. C'est comment tu crées finalement ce démarrage de communauté. Et c'est quelque chose, un challenge qui existe sur toutes les plateformes de réseau social, puisqu'elles ne vivent que si elles ont des utilisateurs. Et donc, elles ont cette problématique-là. Donc, c'est très, très intéressant. Donc moi, je serais vraiment, vraiment très curieuse, tu vois. C'est là où je trouve que le mémo, finalement, moi, il m'a un peu rebutée parce qu'en fait, il se pose pas la question de pourquoi les équipes ne l'utilisent pas. Au lieu de taper sur les doigts et dire « vous ne l'utilisez pas », c'est « ok, on a vu que vous ne l'utilisiez pas, ça nous intéresse de savoir pourquoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ?» Et donc, comme ça, on se concentre là-dessus et potentiellement, ça va vous permettre de l'utiliser de manière plus adaptée et potentiellement vous convaincre de faire venir des communautés, vous transformer en promoteur. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière à faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est taper sur les doigts parce qu'ils ne font pas quelque chose. C'est pas hyper constructif comme attitude. Voilà, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, quoi. Donc voilà, mais je trouvais ça intéressant quand même de noter les difficultés qu'il y a avec ce type de plateforme. Et en fait, pourquoi c'est aussi critique finalement d'avoir l'équipe qui testent le produit, qui l'utilisent, parce qu'en fait, ils vont avoir besoin d'itérer rapidement dessus. D'ailleurs, le VP l'a bien mentionné dans son mémo, il a rappelé que, attention, Horizon Worlds n'a pas trouvé son product market fit. C'est quoi le product market fit ? C'est tout simplement l'adhérence entre des besoins utilisateurs ici et un nouveau produit qu'on lance. Et en fait, si tu n'as pas cette adhérence, tu ne trouveras pas de product market fit. C'est-à-dire que tu peux avoir des utilisateurs avec des besoins et le business qui n'adresse pas ses besoins, parce que ce n'est pas forcément la priorité. Et tu peux avoir le business qui construit un produit, qui développe un produit qui ne répond à aucun besoin utilisateur et qui, du coup, ne sera pas utilisé.
Donc vraiment, là, pour trouver le market fit, c'est vraiment trouver cette alchimie entre le produit qui va résonner parfaitement finalement avec les besoins d'un marché cible. Et donc, c'est très, très intéressant. Et en fait, il y a beaucoup quand on se lance, des startups se lancent, des nouveaux produits, des nouveaux services, etc. Si on n'est pas sur un marché existant, en fait, c'est un pari. C'est un pari de pouvoir trouver son market fit ou même de pouvoir trouver son market fit en étant suffisamment différenciant par rapport à la concurrence pour se tailler une part du marché. Et donc du coup, clairement ici, c'est là où il dit le VP, on n'a pas encore trouvé le product market fit, parce qu'en effet, Horizon World, c'est un grand, grand pari sur des usages qui ne sont pas encore super existants, qui ne sont pas existants, disons-le. Et donc du coup, ici, le pari, c'est d'itérer très rapidement pour apprendre sur qu'est-ce qui pourrait convaincre les gens de l'utiliser ou pas, et de voir si finalement on arrive à trouver un product market fit. Donc ils vont se donner certainement un certain temps ou un certain investissement avant de se dire est-ce qu'on continue pas, etc. Voilà. Donc là, c'est un peu comme ça que la pensée produit aussi fonctionne. En tout cas, chez Alan, on travaille beaucoup avec ce mindset aussi, cette méthode. Voilà, donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je trouvais que ça donnait un éclairage assez intéressant sur comment on travaille du côté produit. C'est la fin de l'émission. Et oui, Wendigo, tu peux créer le besoin. Dans certains cas, ça fonctionne. Dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Et donc là, c'est vraiment le pari de Meta ici. Alors, facilement, en effet, c'est jamais forcément facile de créer le besoin. Itérer, c'est pas seulement répéter, attention. Hein. Itérer, c'est pas répéter, c'est apprendre, modifier, changer, mais créer plusieurs itérations. Enfin, faire plusieurs itérations. Généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est tu vas créer une MVP. MVP, c'est ce qu'on appelle Minimum Viable Product. C'est un produit où tu définis que pour trouver son market fit, il aura une forme minimum. Le but, c'est pas de tout développer et de tout rendre parfait, parce que du coup, ça va coûter du temps, beaucoup de ressources, beaucoup d'investissement, et du coup, tu veux limiter finalement ton investissement pour trouver ton market fit, parce que tu vas aller vite ici, parce que tu n'es pas certain, tu prends des risques. Et donc, du coup, l'idée ensuite, c'est quand tu lances ton MVP, c'est d'itérer. Et donc, en effet, Anne Voot parle d'itérer, c'est l'amélioration en continu. C'est plus proche, en effet, de la définition. C'est-à-dire que tu vas faire des cycles d'itération le plus court possible, pour se dire, OK, je lance cette MVP, ce produit minimum pour trouver mon market fit. J'émets des hypothèses où ça va permettre de trouver le market fit ou pas avec certaines hypothèses listées. Et en fait, tu vas dire, OK, comment je fais pour tester ces hypothèses? Et ensuite, tu vas monitorer, tu vas regarder les usages, les données que tu auras définies qui vont te permettre de définir si tu as validé ou invalidé tes hypothèses et qui vont te permettre d'apprendre. Le but d'une MVP, c'est quand même en premier lieu d'apprendre. Et ensuite, tu retournes en conception pour essayer de dire, OK, on a appris ça. Du coup, on va modifier, et itérer, du coup modifier et changer sur ce produit pour que ça soit pour que ça adhère plus aux besoins de l'utilisateur, que ça corresponde plus à ses usages. Et ensuite, tu retestes, tu réapprends, et voilà. Et tout ça, c'est vraiment l'amélioration en continu, en effet. Voilà. Sur ce, écoutez, je pense que on a terminé, il est 9h11. J'espère en tout cas que l'émission vous a plu, que vous avez appris certaines choses, que vous êtes au courant des actualités qui vous ont intéressé. En tout cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir de vous retrouver ce matin. Alors, en effet, c'est les Prime Days aujourd'hui. On n'est pas encore super certain s'il y aura un live dans la journée pour les Prime Days, mais donc restez à l'affût de Twitter de Noatech. On vous communiquera de toute façon sur Twitter si à un moment donné on décide de faire un live ou pas. Donc stay tuned. Évidemment. En tout cas, moi, je vous remercie dans la chatroom de m'avoir suivi ce matin. C'était un vrai plaisir de vous retrouver. On va regarder, avant de se quitter, on va regarder si vers qui on va faire un petit raid. Et donc, du coup, on va aller du côté de Pépipin, pour être zen. Je pense que c'est bien. Oh, c'est joli en plus ce qu'elle est en train de faire là. Donc voilà, allez voir Pépipin. Moi, je vous retrouve lundi prochain. On intervertit avec Jérôme nos jours. Je vous retrouve lundi prochain parce qu'après, je serai en déplacement.
pour le mug. Donc ne soyez pas surpris si vous ne vous voyez pas mardi. Voilà, de manière exceptionnelle, on a interverti nos jours. Donc que je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne lundi prochain pour le mug. Mais sinon, comme d'habitude, vous retrouvez le mug tous les matins à 8h sur Twitch. Bonne journée à tous et très bonne semaine. Bye bye.